Et salut à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de GM Web3, l'émission 100% blockchain, chaque mardi, chaque vendredi matin en direct sur Twitter, sur YouTube, sur LinkedIn et sur Twitch. Aujourd'hui, je reçois Flavio Edoardo Restelli. Après un passage au Crédit Agricole, puis chez KPMG, où il a accompagné de nombreuses banques et grandes entreprises sur leurs premiers projets blockchain et crypto, il dirige aujourd'hui Nicomatic Explorer, qui est la cellule innovation du groupe Nicomatic. Il nous expliquera tout à l'heure en quoi tout cela consiste. Mais avant de recevoir mon invité, laissez-moi vous parler du partenaire de cette émission, l'école blockchain Alira, qui est tout simplement la première école blockchain de France. Et depuis 2019 maintenant, elle forme les talents de demain dans les secteurs de la blockchain et de l'intelligence artificielle, grâce à plusieurs modules de formation qui sont tous pris en charge par les différentes aides de l'État, de CPF, France Travail, etc. Alors, vous avez évidemment un module blockchain en tant que consultant ou en tant que développeur. Vous avez un module IA en tant que consultant, en tant que développeur. À vous de voir si vous avez plutôt un profil technique ou plutôt un profil, on va dire, de conseil, de commercial plutôt. Vous pouvez faire ces formations à titre personnel, à titre individuel, mais également dans le cadre de votre entreprise et former directement vos employés à ces différentes technologies. Et puis, ils ont lancé quelque chose de nouveau très récemment dont j'aimerais vous parler. C'est un petit échantillon. C'est-à-dire que vous avez la possibilité pour la formation crypto et pour la formation IA d'avoir accès gratuitement à 4 heures de ressources gratuites pour ces différents modules. Il vous suffit de vous rendre sur le site internet. Vous avez le lien qui est en description de la vidéo, évidemment. Et puis, vous pouvez accéder à 4 heures de formation sur la crypto, 4 heures de formation sur l'IA. C'est gratuit. Et puis, si ça vous plaît, eh bien, vous pouvez derrière, évidemment, prendre rendez-vous avec eux directement en cliquant en haut à gauche, à droite de l'écran, et puis prendre rendez-vous, utiliser le code GRM100 vous permet de bénéficier en plus de 100 € de remise sur l'ensemble des formations, et puis vous ferez peut-être partie des 2500 apprenants qui ont déjà été formés dans cette école par une équipe pédagogique extrêmement compétente, des vrais professionnels du secteur, et puis on aura même l'occasion peut-être de se voir, puisque moi-même, j'ai fait ma formation chez Alira en tant que consultant blockchain il y a environ 2 ans. Et puis depuis, j'interviens en tant que formateur sur du marketing Web3 et du personal branding. Donc peut-être que vous me retrouvez en tant que formateur le temps de quelques cours. Voilà, merci évidemment à l'école Alira pour son soutien depuis des mois maintenant. Et puis voilà, je vous invite vraiment à vous rendre sur le site pour aller au moins profiter des modules gratuits qui vous permettra de donner un avant-goût un petit peu de ce que c'est que de faire une formation sur des sujets aussi passionnants que la blockchain et l'IA. Et d'ailleurs, blockchain et IA, la transition n'aurait pas pu être mieux trouvée avec mon invité du jour, puisque lui-même dirige un département blockchain et IA dans une entreprise qui s'appelle Nicomatic. On va évidemment y revenir. Avant de le recevoir, n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà le cas, de vous abonner à l'ensemble de nos réseaux. YouTube, c'est la chaîne principale, donc si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas d'y aller. Activez la cloche, mettez un pouce en l'air. Vous pouvez également nous suivre en direct sur Twitch, sur Twitter, sur LinkedIn. Bref, tous les liens, évidemment, vous les avez dans ma bio. C'est assez facile à trouver. Écoutez, moi, si vous êtes prêts, moi, je vous propose qu'on commence et je vais donc recevoir mon invité du jour, Flavio Restelli. Bonjour Flavio, bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Écoute, merci beaucoup. Alors, par contre, on n'a pas une super connexion. Je vois déjà que là, ça lag un petit peu. Est-ce que tu penses pouvoir faire quelque chose ou pas du tout? Comme ça, je suis prévenu pour l'interview. C'est étrange. Je peux essayer de me mettre un partage de connexion sur mon portable. Ouais, parce que là, on voit qu'il y a un petit lag entre l'écran et la voix. Donc, si on peut améliorer ça, ce sera tout mieux pour l'audience. J'en profite également pour vous dire que l'émission est en direct. Donc, vous pouvez évidemment à tout moment
posez vos questions à l'invité du jour ou à moi si vous voulez. Vous pouvez réagir si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez besoin d'explications aussi, parce qu'on va parler de sujets un peu techos aussi un peu aujourd'hui. Et puis j'en profite évidemment pour saluer Big Paul, Yasus, Odile et tous ceux qui sont là avec nous comme chaque matin pour les interviews du matin. Flavio, t'hésite pas, hein, dès que c'est nickel, tu me tiens au courant. Moi, pendant ce temps-là, je peux d'ores et déjà vous annoncer l'invité que je recevrai mardi. Hop. Est-ce que c'est mieux? Oui, beaucoup mieux. En tout cas, au niveau de la voix, c'est beaucoup mieux. La qualité de la webcam, elle n'est pas folle, mais on va faire avec. Ça, c'est pas un problème. Mais au moins qu'il n'y ait pas de lag au niveau du son, ça, c'est vrai que c'est plus agréable. Parfait. Je termine juste. Vendredi matin, je recevrai Saimi Baragan, qui est le CEO de Start Mining. Alors, on va parler minage Bitcoin, et alors avec un positionnement intéressant, puisque il aspire à pouvoir proposer une offre de minage de Bitcoin écologique. Donc ça va faire saigner un petit peu les écolos qui passent leur temps à taper sur Bitcoin. Visiblement, on peut miner du Bitcoin de façon écologique. Il nous racontera son parcours et évidemment comment il entend faire cela. Voilà, parenthèse terminée. Flavio, à nouveau, je te dis bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation. On va passer ensemble 1 heure et demie, peut-être un peu plus, on verra, pour parler de toi. On va parler de ton expertise, de ta vision, de tes différentes activités. D'abord, est-ce que tu as passé un bel été? Oui, absolument. Et vous? Oui, ça va. Alors, on peut se tutoyer si tu Génial. veux. Voilà, Bien sûr. n'hésite pas. Moi, alors j'avoue, j'ai le tutoiement facile. Très bien, ça me va. Ok. Alors, d'ailleurs, on va évidemment percer l'abcès directement. On voit tout de suite, Flavio, que tu as un petit accent, je devine, qui vient d'Italie, mais tu vas me dire si je me trompe. Non, tout à fait pas. Ok, super. Donc, alors, est-ce qu'on va commencer par ça, si tu veux bien. Donc, toi, tu as grandi, j'imagine, et tu es né en Italie, entre plusieurs cultures, avant d'intégrer Sciences Po à Paris. Est-ce que tu veux déjà nous raconter un petit peu tes débuts et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les enjeux tech, les enjeux internationaux, tout ça, sont des choses qui te passionnent? Est-ce que c'est né jeune chez toi ou est-ce que c'est arrivé plus tard? On va dire que c'est né progressivement, c'est-à-dire qu'effectivement, à Sciences Po, moi, j'ai suivi d'abord une licence en études du Moyen-Orient et relations internationales, et ensuite un master en affaires européennes avec une spécialité nouvelles technologies et régulation. Donc, on voit petit à petit déjà venir les questions qui aujourd'hui sont au cœur de ma carrière. Et donc, c'est à la suite de mon master que j'ai intégré la direction stratégie de la filiale paiement du Crédit Agricole, CAPS. Et à l'époque, pour tout dire, j'étais le plus jeune, voire le seul jeune presque de la direction, c'est-à-dire que j'étais le seul à avoir moins de 35 ans de mémoire. Donc tout de suite, automatiquement, on m'avait confié les sujets un peu prospectifs, nouvelles technologies. Donc il n'y avait pas que de la blockchain et des cryptos. Il y avait des néobanques. À l'époque, c'était 2019-2020, si je ne me trompe pas. Donc, on va revenir, Flavio, bien sûr, sur ces différentes expériences qui ont émaillé ton parcours, mais surtout sur cette double culture et sur ce choix. Quand tu viens d'Italie, pourquoi est-ce que pourquoi tu choisis de venir en France faire tes études et puis voilà, j'aimerais qu'on parle un peu rapidement, mais c'est important de l'Italie. Peut-être même de façon plus contemporaine sur sa vision de l'innovation, de la crypto, tout ça. Donc voilà, mais d'abord le choix de la France, pourquoi est-ce que c'était évident ou est-ce que ça s'est fait après comparaison, je ne sais pas. Alors je dirais qu'il y a une raison personnelle et une raison plus pragmatique. La raison personnelle, c'est que dans ma famille, il y avait une certaine francophilie parce que mes arrière-grands-parents avaient migré en France entre les deux guerres et y avaient passé une dizaine d'années avant de revenir en Italie. Donc bon, évidemment, du coup, ça n'avait pas non plus marqué les esprits en profondeur, mais tout de même, ça avait laissé une petite trace dans la famille du côté de mon père. Et lorsque la question s'était posée de mon départ à l'étranger, la France, disons, était sur le podium des options un peu automatiquement. Et donc pourquoi le départ à l'étranger ?
Moi, j'ai assez rapidement voulu, déjà vers la fin du collège, le début de mon lycée, réfléchir à la possibilité de partir après le bac. Parce que j'ai une trentaine d'années, donc si on fait les calculs, mon adolescence a été quand même marquée par une période de crise économique assez grave en Italie. Euh, et quelque part, moi, je sentais que pour réaliser mes ambitions, ça aurait été mieux de partir. Là, on revient, juste pour que les gens suivent, tu parles de la crise de 2008, en fait, hein, Bah, mais même après, en fait. OK, C'est-à-dire 2012, que, ouais, de et l'euro et oui, tout c'est ça. ça. En fait, ça a été, en Italie, on n'a pas vraiment senti de Ouais. changement. C'est-à-dire, à partir de 2008, ça a été une période de crise pratiquement sans arrêt. Et d'ailleurs, on peut se poser la question de si elle s'est terminée, hein, parce que Bah tu là, parlais. de ce que je suis, d'ailleurs, j'ai fait récemment un article sur Giorgia Meloni sur LinkedIn, dans lequel voilà, je reprends un peu comme Trump, tu vois, les attaques qu'on lui a faites avant, et finalement aujourd'hui, quand on voit certains résultats, on se rend compte que bah, c'est un peu moins pire que ce à quoi on s'attendait. Donc là, on a le sentiment, mais peut-être tu vas me contredire, hein, que l'Italie est revenue un peu au centre du jeu, notamment géopolitique. On l'a vu hier notamment prendre la parole avec beaucoup de confiance lors du sommet avec Trump et les autres dirigeants européens dans le cadre du conflit russo-ukrainien. Alors sans rentrer dans le détail de cette géopolitique, si tu veux, mais on a le sentiment que l'Italie, disons, est en train de se repositionner, que ça a l'air d'être plutôt sur la bonne voie. Est-ce que c'est juste le prisme médiatique, ou est-ce que toi aussi, qui es italien et qui as tes racines là-bas, tu le ressens? Alors, je vais essayer de faire de répondre sans mettre mon idéologie en avant. Euh, Déjà, je pense que l'Italie a forcément du mal à se positionner comme acteur géopolitique d'importance dans la mesure où l'Europe a du mal à trouver sa place sur l'échiquier géopolitique aujourd'hui. Donc, la puissance de l'Italie est directement liée à la puissance de l'Europe. Et si l'Europe a du mal, l'Italie a du mal. Donc, je ne suis pas tellement certain qu'aujourd'hui l'Italie ait tellement un rôle à jouer à l'international, malheureusement. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau européen, aujourd'hui, on a acquis à nouveau une certaine crédibilité. Ce n'est pas que, à mon avis, grâce à Giorgia Meloni en tant que telle, même si elle, évidemment, c'est une femme politique très capable, mais aussi parce que le gouvernement et les institutions, aujourd'hui, sont un tout petit peu plus stables et solides, y compris grâce à la nouvelle loi électorale qui garantit une stabilité des projets politiques quelque part. Et ça date d'avant, hein, sa victoire. Je pense que l'autre élément principal à prendre en compte est l'afflux énorme de financement avec le plan de relance post-Covid qui est arrivé en Italie. C'est-à-dire que l'Italie est le pays qui a le plus bénéficié du plan de relance européen post-Covid. Et donc, évidemment et forcément, j'ai envie de dire heureusement que ça a un impact positif sur l'économie. Ce qui ne veut pas forcément dire que c'est tout le mérite du gouvernement actuel. Mmh. Ouais. Après, je ne pense pas que le gouvernement actuel soit forcément en train de faire mal d'un point de vue économique, mais voilà, je pense qu'il faut nuancer. Non, mais c'est bien, tu as raison de contextualiser un peu la situation. Après, c'est vrai que voilà, en fait, souvent, tu sais, quand on nous promet les 7 P d'Égypte et finalement, ça se passe correctement ou normalement ou dans la continuité, on se dit, bon, finalement, voilà, on a voulu peut-être nous faire peur pour rien. Bah, c'est un peu comme Trump, on nous a annoncé que ça allait être une catastrophe. Et finalement, les résultats, finalement, sur l'inflation, sur l'emploi, même au niveau géopolitique, etc., finalement, ça se passe plutôt pas trop mal. Il a même de plutôt bons succès sur le terrain de l'inflation et du chômage. Donc voilà, c'est surtout ça qui moi, m'amuse beaucoup d'analyser. En tout cas, ce qui est sûr, ça rentrait encore une fois dans l'opinion politique. Je ne cache pas être pas forcément aligné avec le gouvernement italien actuel. Ce qui est sûr, c'est que du point de vue de la conduite de politique économique, la ligne choisie par le gouvernement est en réalité assez modérée, prudente, et il n'y a pas tellement de rupture par D'ailleurs, rapport au elle s'est gouvernement fait, précédent, hein. mais d'ailleurs, comment dire, je trouve qu'elle a été assez maligne puisqu'elle s'est rapidement faite accompagner par l'ancien président de la BCE, l'italien.
Mario Draghi, en réalité, Voilà, non. Mario Mario Draghi. Draghi, il n'accompagne pas le gouvernement, mais il était Premier ministre avant. Et c'est vrai que le choix de politique économique du gouvernement actuel est assez cohérent avec les choix effectués avant. Voilà, en ce sens, oui. Donc, ce n'est pas une politique économique de rupture. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, alors on va avancer un petit peu, mais merci en tout cas voilà, pour ton analyse un petit peu de la situation. Donc, tu arrives en France. À ce moment-là, donc tu vas faire des études. Donc moi, je vois que tu fais Sciences Po. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le petit Flavio. C'était plutôt quoi? C'était plutôt quelqu'un qui faisait déjà des affaires? C'est quelqu'un qui bidouillait des bécanes, un peu de technique, etc. Ou est-ce Pas que du c'était tout. juste voilà, c'était vraiment, tu étais intéressé par les lois qui dirigent le monde, par les Ouais, pays, beaucoup plus. Ouais. par la politique, tout ça. C'est ce qu'on voit. Ouais, Hein. moi, j'ai un profil beaucoup plus littéraire et politique à la base. Après, si tu veux, le switch s'est fait plus aux études niveau master. Lorsque je me suis intéressé à la politique et à l'administration, quelque part, enfin, à la politique, pas seulement la politique politicienne, mais la politique de gestion, sur le plan économique. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment creuser dans les sujets, notamment au niveau européen de régulation de marché, de droit de la concurrence, de libre-échange, de marché intérieur, et ainsi de suite. Alors, il n'y avait pas que de la technologie, mais c'était pas mal de droit économique. Et qui dit droit économique et réglementation, aujourd'hui, dit aussi nouvelle technologie. Donc, quelque part, je suis arrivé à la technologie par le prisme de la réglementation. Je me suis posé la question de comment encadrer les technologies avant même de comprendre comment en produire. Et après, à force de travailler sur comment les encadrer en essayant de comprendre quelles étaient les nouvelles tendances technologiques, d'abord dans le secteur financier, parce que j'ai travaillé en banque, mais pas que, j'ai développé une vraie passion pour la technologie pure, pour la technique, y compris d'un point de vue vraiment presque d'ingénierie, même si je n'ai pas le profil pour pouvoir aller. Je m'arrête à un certain point, je ne suis pas développeur, mais intellectuellement, ça a réveillé quelque chose à moi, au point que je me suis dit, en fait, la partie réglementation ne m'intéresse pas plus que ça. J'ai envie de la garder dans un coin de ma tête, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est de comprendre comment on peut créer de la technologie. Et c'est là où, quelque part, la barrière a été franchie. Mmh. Et alors, justement, ce qui moi, m'intéresse, si tu veux, c'est comment toi, tu découvres Bitcoin, la crypto, la blockchain? Est-ce que c'est dans le cadre de ton activité, au Crédit Agricole où on te demande justement d'explorer un petit peu, les innovations potentielles ou les pistes de réflexion, technologique? Ou est-ce qu'au départ, toi, tu en avais déjà entendu parler avant? Alors, j'en avais entendu parler avant, y compris en cours à l'université, mais je ne m'étais pas tellement penché sur la question. En plus, comme tu sais, comme je pense les gens qui nous suivent aujourd'hui savent, c'est un sujet complexe. Donc, ça n'avait pas attiré mon attention plus que ça. C'est vraiment au Crédit Agricole, en fait, que j'ai commencé à travailler dessus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai commencé à travailler sur Bitcoin et sur les monnaies numériques de banque centrale en même temps. Parce qu'à l'époque, on commençait à parler d'euros numériques. Et donc, c'était ça le projet phare, en fait. Hein. Et c'était la réponse à Bitcoin. Du coup, au Crédit Agricole, on m'avait demandé de commencer à travailler sur ces sujets, mais avec un prisme, monnaie numérique de banque centrale, c'est bien, Bitcoin et les cryptos, c'est mal. Moi, quelque part, j'ai gardé en tête mes leçons d'avant qui étaient lorsqu'on étudie et qu'on commence, pas d'a priori. Donc, j'avais un peu tout étudié à l'époque pour essayer de me faire ma propre opinion. Et je m'étais dit, mais en fait, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Et c'était pas tellement dans la critique à la monnaie numérique de banque centrale, c'était plus dans la critique aux cryptos. Moi, je trouvais qu'il y avait des trucs intéressants là-dedans, y compris par exemple les stablecoins. À l'époque, on commençait à parler de stablecoins. Alors évidemment qu'au Crédit Agricole, en plus côté paiement, Bitcoin, ça n'avait pas forcément de place. Encore aujourd'hui, je pense qu'en Europe, en France, Bitcoin, c'est pas forcément un instrument de paiement. En tout cas, aujourd'hui, ça n'a pas forcément vocation à le devenir. Mais par exemple, dès que j'avais découvert les stablecoins, je m'étais dit, là, il y a un truc. Et surtout, j'avais très vite compris qu'il y avait une problématique entre
blockchain public, blockchain privé, c'est-à-dire il y avait un sujet d'infrastructure. La monnaie numérique de banque centrale, pourquoi pas, mais c'était pas le même sujet du tout que le monde blockchain, le monde stablecoin, le monde DeFi. J'avais commencé à regarder la finance décentralisée. Et en fait, au Crédit Agricole, on m'encourageait à regarder tout ça. On m'avait donné quand même des moyens assez exceptionnels pour me former, du temps pour travailler là-dessus. Parfois, on ne se rend pas compte, en fait, de la puissance de frappe des grandes institutions bancaires en France qui ont une vraie volonté de compréhension des nouveaux enjeux. Par contre, ce qui m'a, et ça aussi, j'ai envie de le dire haut et fort, hein, parce que c'est honnête, ce qui m'avait beaucoup frustré à l'époque, c'est qu'on n'était pas du tout ouvert à une réflexion au sens positif, au sens de création, au sens de utilisation de ces infrastructures. À l'époque, c'était une position uniquement défensive. Les cryptos, c'était mal tout court. La question, c'est comment on peut s'en protéger. Après, aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Hein. Mais bon, là, c'était 2020. Non, mais ce que tu dis est intéressant parce que si on remet un peu dans le contexte, d'abord, il faut savoir que les travaux préparatoires de la loi Pacte, on est en France, hein, c'est 2017-2018. Okay. Ensuite, la rédaction de la loi Pacte et le vote de la loi Pacte, c'est 2019. Et ensuite, l'obligation pour les prestataires de services sur actifs numériques, c'est 2020, je crois, fin 2020, où il est obligatoire d'être enregistré pour pouvoir exercer une liste d'activités prédéfinie. Donc, en fait, ce dont tu parles, on est en plein dans la prise de conscience et dans la prise en considération par le politique des enjeux réglementaires liés aux actifs numériques. Là, on est en France, on n'est pas encore sur une réglementation européenne. Ça viendra un peu plus tard, largement inspiré par justement cette loi Pacte et le PSAN renforcé, l'agrément, etc. Et donc, toi, tu nous dis que pendant cette période-là, donc le Crédit Agricole, donc l'une des plus grandes banques françaises, est plutôt dans une posture de compréhension, mais quand même assez défensive. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sans faire d'anachronisme, quand on voit l'euro numérique aujourd'hui, qui finalement est une infrastructure de paiement qui est parallèle à l'euro classique et qui finalement est un peu un concurrent des banques commerciales d'une certaine manière, puisqu'on n'aura plus besoin d'avoir cet argent, cet euro numérique dans un compte bancaire, mais dans un wallet. Et donc, en fait, et c'est pour ça que les banques, ça va leur coûter des centaines de millions de dollars à chacune pour se mettre en conformité. En plus de ça, ça va leur faire perdre un petit peu de part de marché. Est-ce que tu penses que finalement, les banques, c'est un peu les dindons de la farce de cet euro numérique aujourd'hui? Je ne sais pas, sincèrement, parce que moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que les travaux sur l'euro numérique de gros sont très avancés. Sur l'euro numérique retail, je pense qu'il y a encore beaucoup de questions sans réponse. Et de toute façon, moi, je n'imagine pas un monde où les banques seront complètement désintermédiées. Je vois essentiellement deux choses qui pourraient sauver quelque part les banques. Déjà, c'est des limites de détention qui du coup feront que les comptes en banque qui a été avancé justement pour essayer de calmer un peu les banques qui se disaient ouais mais les gars et nous voilà. Ouais. Et puis aussi je pense que les banques pourront trouver leur part dans la distribution des wallets, dans la gestion des wallets et aussi dans l'offre de services additionnels construits sur la base de ces wallets, de ces infrastructures. Donc quelque part, je me fais pas trop de soucis pour les banques. Après, ce qui est sûr, c'est que les banques doivent se réinventer. Ça, c'est certain. Mais les banques doivent se réinventer depuis un temps, hein, parce que, moi, à l'époque de 2020, je regardais Revolut, je regardais N26, je regarde, ça aussi, hein, ça demande aux banques de se réinventer. Quand je pense, l'autre jour, je parlais avec une amie qui me disait que elle est un peu plus jeune que moi, elle est encore en études. Ça lui arrive d'être à découvert et elle m'a dit il y a mon banquier qui m'appelle à chaque fois que je suis à découvert. Je me suis dit mais c'est quand même hallucinant qu'un humain prenne le temps d'appeler un client à chaque fois que le solde descend en dessous de zéro. À quel moment on a besoin d'un humain pour faire ça? Donc, je pense qu'il n'y a pas que les cryptos ou la monnaie numérique de banque centrale qui demandent aux banques traditionnelles. Non, mais de toute façon, c'est vrai que l'émergence des néobanques dans les années 2010-2020, elles ont sonné le glas, hein, beaucoup des agences commerciales. D'ailleurs, on voit que les banques à l'époque, elles ne croyaient pas du tout à ça. Elles étaient convaincues que les gens ils continuaient d'avoir besoin d'une agence, d'un banquier, etc. Alors certaines. Mais c'est bien ça, là, oui.
Mais c'est bien ça le problème des banques traditionnelles, c'est qu'au début, ils croient à rien. Et en fait, elles se rendent compte qu'il faut y croire, il faut se Ouais. préoccuper un peu trop Ah, tard, c'est quoi. l'inertie, je Et, crois, des gros groupes qui sont souvent qui ont des ouais, décennies, voire des siècles d'existence et qui ont l'impression qu'ils seront toujours là, quoi. Donc, c'est intéressant de voir ça. ouais. Alors que, je me permets quand même de dire un mot en leur faveur, alors qu'ils sont remplis de gens qui, d'un point de vue technique, ont des vraies compétences. C'est-à-dire, une chose qui m'avait vraiment marqué à l'arrivée au Crédit Agricole, c'était à quel point on respirait la tech tout de même. Alors, peut-être pas la nouvelle tech, mais la technologie et les paiements sont un métier très technique. Donc ça aussi, ça avait quand même ça a contribué à orienter ma carrière vers Ok, la moi je technologie. vois. Alors, dans ton parcours, il y a aussi quelque chose qui m'a intéressé. C'est la première fois que j'interviewe quelqu'un qui est passé au MIT. Et en plus de ça, je crois que c'est un cours que tu as suivi lié justement à la blockchain et aux actifs numériques, aux cryptos, je crois. Est-ce que tu peux nous Oui. raconter, déjà, je ne savais pas qu'au MIT, alors je ne suis pas surpris évidemment, mais quand même en 2020-2021, donc il y a déjà un cours au MIT sur cette technologie-là. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience? On rappelle au MIT, hein, l'une des plus grosses écoles d'ingénieurs du monde, basée au Massachusetts aux États-Unis. Tu veux nous raconter ça? Il y a peut-être un truc, une anecdote, quelque chose que tu veux nous partager? Alors je vais quand même nuancer, c'est-à-dire moi j'ai fait une formation à D'accord. distance de quelques temps, hein, donc je ne peux pas parler du MIT. La formation était plutôt bien. Après, rien ne m'a formé à la blockchain. En fait, c'était l'époque où je sortais un peu du crédit agricole et je me disais, moi j'ai envie de faire que ça, en fait, que de la blockchain. C'est ça qui m'intéresse. Et donc j'avais pris moi-même l'initiative de ce cours. Mais la vraie formation et le vrai passage à l'échelle en termes de montée en compétences, pour moi, c'est pas fait avec le MIT, c'est fait chez Ouais, KPMG. alors on Donc, va y quelque part, revenir évidemment. ça a été Ouais, anecdotique un peu, non, hein, mais le en fait, c'est MIT, vrai que sur je un vais pas te CV, mentir. quand même, reconnaît que c'est quand même assez, c'est sympathique, hein. Mais non, mais Oui, tu as raison de relativiser et c'est le but. Euh, donc, alors ensuite, tu arrives chez KPMG où tu accompagnes des grandes institutions, des grandes boîtes, sans doute du CAC 40, des banques, etc., sur justement des projets blockchain, crypto. Alors d'abord, toi, tu as exercé à l'époque où KPMG avait déjà racheté Blockchain Partner ou pas du tout. Donc, tu as travaillé exactement. sous la responsabilité d'Alexandre Stachenko à l'époque. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu quelques exemples que tu peux anonymiser, bien sûr, de projets sur lesquels tu as travaillé, des défis que tu as dû rencontrer à ce moment-là? Ouais, on t'écoute, ça nous intéresse beaucoup. Bah, déjà, exactement, comme tu le dis, j'ai eu vraiment de la chance et ma carrière a changé complètement à ce moment-là. Moi, je suis arrivé chez KPMG pile après le rachat d'une structure qui s'appelait Blockchain Partner, qui avait été le pionnier du conseil du développement blockchain en France. Depuis déjà de mémoire, il l'avait fondé en 2015-2016. Ils étaient encore à l'ESCP, Alexandre et Claire Balva, actuellement directrice générale de la Alors, DAN, de l'Association pour le elle est développement encore des chez actifs Desblocs, numériques. hein, je crois, jusqu'à pendant quelques jours encore. Ok, bon, bref, en tout cas, ça ne saurait Donc, tarder on avait la transition. Alexandre, Claire et Euh, Emilien aussi qu'on a reçu dans l'émission. Emilien Non, n'était plus on parlait de de la l'aventure. fondation au départ, mais Mais tu oui, as totalement, raison, ouais, exactement, vas-y. exactement. Exactement. Donc moi, je suis arrivé chez KPMG, mais en fait, c'était KPMG à moitié. C'était beaucoup blockchain partner, en fait. Et d'ailleurs, il y avait aussi un jeune Stanislas Barthélemy, aujourd'hui président de la DAN, qui a été, que je salue et qui a été véritablement mon gourou, en fait, en matière de blockchain et de crypto. C'est lui qui m'a tout appris. Alors, je m'y connais toujours moins que lui, mais c'est vraiment, il a été mon mentor. Et de façon générale, l'équipe était absolument extraordinaire. Et c'était une équipe qui était complètement de l'autre côté de la barricade par rapport au Crédit Agricole. C'est-à-dire, d'un coup, la blockchain n'était pas l'ennemi. Au contraire, c'était la révolution. Là, ça a tout changé pour moi. Et en quelques mois, alors là, ça a été vraiment la chute dans la tanière du lapin.
Et pendant quelques mois, je ne pensais plus qu'à ça. Et le temps libre et le temps professionnel se mélangeaient. C'était devenu une vraie passion. Intellectuellement, j'ai découvert un monde extraordinaire. Et on a travaillé sur plein de projets différents. À l'époque où je suis arrivé, c'était le bull market. Enfin, c'était le bull market de l'époque, qui aujourd'hui fait rire. Hein. Je pense qu'on avait touché 60 000 ou quelques. Mais c'était une grosse hype et c'était la hype NFT. Donc on avait pas mal de projets NFT au tout début quand je suis arrivé. Puis petit à petit, ils sont redescendus. Et disons que moi, à ma petite échelle, hein, mais j'ai contribué au développement des activités sur la partie financial services. Déjà de un, parce que j'y croyais, et de deux, parce que je venais de là, et que je connaissais ce monde-là, et que d'ailleurs, quelque part, Blockchain Partner, au début, bah, c'est l'histoire des rachats de startups par les grands groupes, hein, mais au début, avait un peu de mal à parler la langue des éléphants, surtout des éléphants bancaires, qui sont quand même des éléphants très lents. Et donc moi, je pense, encore une fois, à ma petite échelle, contribuer un peu à l'entrée de Blockchain Partner dans le monde KPMG, dans le monde aussi donc des banques. Donc je me suis retrouvé à parler du côté de KPMG Blockchain Partner aux mêmes interlocuteurs que je voyais avant. Et parce que je connaissais leur langue, je connaissais leurs enjeux, je connaissais leur rythme, leur façon de travailler. Donc voilà, c'est pas un secret que je me suis pas mal occupé de missions Ouais, banque, comme tu le disais. effectivement, j'imagine, Et, d'ailleurs, Alexandre nous l'avait raconté dans l'émission. Alors ensuite, il a quitté justement KPMG, notamment pour cette raison. C'est qu'en fait, c'est deux mondes qui se rencontrent. Au départ, on a un monde fondé sur de l'innovation, sur effectivement peut-être même une vision un peu philosophique et un peu révolutionnaire, qui est rachetée par une boîte KPMG, voilà, qui est une des plus grosses boîtes de conseil, de comptabilité et d'audit du monde, plutôt traditionnelle, habituée à des groupes et à des process classiques. Et là, les deux se rencontrent. Et donc là, effectivement, il faut être capable de parler le même langage. Donc je comprends à ce moment-là le rôle que tu as pu avoir, parce que tu venais du Crédit Agricole, donc d'une institution financière. Et donc, alors, tu parles de Bull Run, tu parles de NFT. Comment toi, à titre perso, tu arrives à concilier tes activités chez KPMG, donc avec du conseil, etc., de la réglementation sans doute, des process, etc. Et peut-être à titre perso, ton wallet, comment est-ce que tu vis ce Bull Run? Est-ce que tu fais des dingueries? Est-ce que tu as l'impression d'être un peu plus intelligent que les autres parce que tu es dans le cœur du réacteur? Est-ce que tu fais des grosses dingueries? Voilà, à titre perso, comment tu vis cette période-là? C'est toujours intéressant. alors moi, j'ai pas un profil d'investisseur très actif. Évidemment, j'ai une partie assez conséquente de mon épargne en crypto, mais, euh, mais j'en fais pas une gestion très active. Je fais pas vraiment de trading. Moi, je dirais que mon activité vraiment wallet crypto, est liée à trois activités principales. La première activité, c'est l'achat régulier de Bitcoin et d'Ether, désormais surtout de Bitcoin, au début pas mal d'Ether aussi, euh, voilà, pour de l'investissement de base de mon wallet. J'ai très peu touché à des altcoins pour du vrai investissement. J'ai touché à des altcoins pour de l'expérimentation. J'ai touché à beaucoup de protocoles DeFi pour l'expérimentation. Un des credos de Blockchain Partner était la théorie ne suffit pas. Il faut faire de la pratique, sinon on ne comprend pas. Et ça, c'était aussi drivé par. Enfin, c'était un message qui était aussi promu par une mentalité qui était à l'intérieur de l'équipe. On a des profils tech, on a des ingénieurs, on a des développeurs, et même les profils comme moi qui ne sont pas tech à la base doivent être des profils un peu tech. Moi, ça me plaisait, ça m'a toujours plu. Donc, j'ai touché à plein de protocoles DeFi. Et évidemment, qui dit toucher au protocole DeFi dit toucher au altcoin. Mais c'était toujours des petits montants en fait. C'était vraiment de l'expérimentation. Pareil pour les infrastructures. Moi, particulièrement, j'ai développé une vraie passion pour l'analyse d'infrastructures. J'ai passé beaucoup de temps sur des benchmarks de différentes blockchains Layer 1. Et puis, surtout,
analyse de l'IR2 parce que en fait, ma période chez KPMG d'un peu moins de 3 ans a été la période d'explosion de l'IR2. À l'époque, quand je suis arrivé, il n'y avait presque rien. Quand je suis parti, c'était une galaxie. Et donc, j'ai touché un peu à tout. Optimistic Rollup, Zika Rollup, puis ZK EVM. Et intellectuellement, encore une fois, ça m'a énormément stimulé. Donc, évidemment, je les ai toutes testées, tous les types de bridge. Donc, ça se fait aussi avec des wallets. Mais ça se faisait aussi dans le cadre de mon activité chez KPMG. Donc, il n'y avait pas tellement de rupture entre KPMG et mon activité perso, si ce n'est que mes bitcoins, je les achetais avec mon propre wallet dans mon temps libre. Mais ça prend pas de temps. Et les analyses d'infrastructure, les analyses même de protocole DeFi, ça, c'était le temps chez KPMG. D'ailleurs, par exemple, on avait une mission, je me demande s'ils l'ont encore, mais on avait une mission vraiment d'analyse d'infrastructure et analyse de protocole DeFi pour des grands fonds d'investissement étrangers qui devaient faire de la due diligence et de l'audit, en fait, de ces lignes de leur budget et qui n'y comprenaient rien. Et donc, nous, on faisait ça. Ça avait été une mission qui m'avait énormément appris. Je me rappelle, j'avais fait une analyse de BetaChain lorsque BetaChain n'existait presque pas. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Mais moi, j'en avais fait une analyse, il n'y avait rien. Et d'ailleurs, j'avais mis beaucoup de red flags. J'avais dit, les gars, BetaChain, pour le moment, il y a 3 NFT d'ours qui fument des pétards. Et presque, c'est que ça. Et maintenant, voilà, c'est une infrastructure qui tourne dans l'écosystème Cosmos. Je m'étais pas mal intéressé à l'écosystème Cosmos de par cette mission, alors que moi, de philosophie, j'étais très Ethereum-centrique. Et puis la troisième activité de mes wallets, c'était le hunting un peu de airdrop. Et ça, ça c'était plus à titre perso et ça a donné à quelques fruits, ouais. Même si c'est très chronophage aujourd'hui, j'ai un peu Ok, c'est intéressant, c'est bien. Et alors justement, parmi toutes ces innovations technologiques, certaines ont donné lieu à rien du tout, d'autres sont devenues des normes aujourd'hui. Quelle est peut-être justement, la blockchain, le layer, ou peut-être même l'innovation techno qui, selon toi, est la plus prometteuse? Est-ce que c'est justement ZK Rollup? Est-ce que c'est vraiment, je sais pas moi, aujourd'hui, c'est stablecoin blockchain qui sont en train de se lancer, si on parle de paiement avec Stable, avec Arc, de Circle, etc. C'est quoi qui t'excite le plus là ces dernières années, justement, et que tu trouves le plus prometteur? Alors, moi, comme infrastructure, je suis très fidèle à l'écosystème Ethereum. Après, évidemment, Ethereum aujourd'hui, c'est un settlement layer, enfin, c'est une couche de règlement. Tout se fait en L2, mais je pense que les écosystèmes hors Ethereum, Solana, etc., moi, je pense que sur le long terme, vont perdre la bataille ou alors se spécialiser sur quelque chose de niche. Mais moi, je suis très, très porté sur Ethereum. Au niveau des outils, c'est pas un use case, c'est un outil qui aujourd'hui est l'outil, tu l'as dit, c'est évidemment les stablecoins. Ça a été ce sur quoi j'ai travaillé le plus avec les banques quand j'étais chez KPMG. Clairement. Et aussi de par mon background en paiement, mais aussi parce que c'était très concret, très clair. Enfin, les paiements à l'international de gros montants dans les banques, c'est pas possible à quel point ils sont lents, ils sont chers encore. Surtout sur des couloirs dits exotiques, c'est-à-dire qu'en soit France et États-Unis, encore ça passe, mais dès qu'on fait France-Brésil ou France-Nouvelle-Zélande, c'est vraiment beaucoup trop cher, beaucoup trop lent. Donc, c'est évident que les stablecoins ont un rôle à jouer là-dedans. Et puis, comme technologie pure, parce qu'en soi, comme technologie, les stablecoins, il n'y a presque pas de technologie. C'est un ERC20, donc c'est plus un concept financier qu'un concept technologique. Comme technologie pure, moi, ce qui m'excite le plus, et ce qui m'a fait aussi quitter quelque part KPMG et rejoindre Nicomatic, c'est le FHE. C'est la confidentialité et la confidentialité vérifiable. Alors, il n'y a pas que le FHE pour faire ça. D'ailleurs, on avait pas mal travaillé déjà chez KPMG, chez Blockchain Partner KPMG, sur toutes les techniques de confidentialité sur blockchain publique, donc ZKP, Zero Knowledge Proof, MPC, Multi-Party Computation, et FHE,
Mais le FHE des trois, c'est celle qui va le plus loin, de très loin. Après, l'une n'exclut Alors, pas l'autre. Au contraire, le FHE utilise des ZKPOC, donc elles sont toutes combinables, mais le FHE, pour moi, c'est celle qui a la on puissance va de frappe devoir la plus forte. vulgariser tout ça, évidemment, puisque certains, non, non, Ouais, t'inquiète pardon. pas, mais c'est bien, tu as introduit cette notion d'anonymat dans la blockchain qui est confidentielle, qui est essentielle, pardon. D'ailleurs, hier, Arc, donc cette blockchain lancée par Circle pour permettre à l'USDC de transiter sans passer justement par Base ou une autre blockchain publique, vient d'annoncer la possibilité justement de rendre confidentiel les montants qui sont échangés, ce qui est une étape indispensable à une adoption massive par des institutionnels, par des entreprises. Tu n'as pas forcément envie de savoir quels montants sont échangés. Et ça, c'est des enjeux qu'on connaît déjà depuis Monero ou Zcash à l'époque, où effectivement, encore aujourd'hui, mais qui ont justement apporté cette notion d'anonymat à des flux de transfert de valeur et de paiement. Alors justement, on va parler maintenant un petit peu de... Ouais, mais anonymat vérifiable, c'est ça qu'il faut. L'anonymat de la conforme, qui soit conforme. Alors que Zcash, c'est un anonymat qui échappe au contrôle. C'est ça le problème d'un point de vue des institutions. Moi, je viens quand même à la base du monde des institutions, donc je comprends les problématiques. Tu as raison, et c'est là où justement, soit tu fais confiance à un consensus qui lui-même est très souvent assez centralisé, si on parle de Zcash, soit effectivement tu pars sur un consensus vraiment décentralisé, d'ailleurs vérifiable, voire auditable aussi par des institutions, par des autorités de contrôle. Et c'est là où justement je pense qu'il y a effectivement un coup à jouer. Mais avant ça, si tu veux bien, on va parler justement de Nicomatic. Alors d'abord, effectivement, c'est vrai que tu quittes KPMG, qui est un peu à ce moment-là un peu le lieu où il faut être, si tu veux être dans le consulting blockchain auprès de grandes entreprises, et tu décides de le quitter pour rejoindre Nicomatic, tout de suite en tant que dirigeant de Nicomatic Explorer. Dirigeant, on va préciser ça parce que je t'ai pas coupé au tout début, mais c'est très flatteur. Moi, je suis quand même le numéro 2 de Nicomatic Explorer. Je salue mon numéro 1 qui a été la personne qui m'a convaincu à quitter KPMG. Et pourtant, tu peux imaginer, du fait de tout ce que je viens de raconter, que ça a été une décision très difficile à prendre. Le CEO de Nicomatic Explorer s'appelle Simon Bignot. Et je l'ai rencontré parce que Nicomatic était un de nos clients chez KPMG. Le seul client qu'on avait dans le secteur industriel. Ils t'ont débauché. Pardon? Mais bon. Oui, absolument. C'est l'histoire la plus vieille du monde, un conseil. C'est pas la première, c'est pas la dernière, et c'est bien, ça fait évoluer les carrières. Alors justement, Nicomatic, est-ce que tu peux rapidement, parce qu'à la base, moi je me suis renseigné un petit peu, à la base, Nicomatic, on voit pas le rapport. Ils font des connecteurs, des câblages, des systèmes de défense, du spatial et tout. Donc, première question, pourquoi, à ton avis, ce groupe a choisi de créer cette filiale un peu digitale, axée blockchain et IA, peut-être pour poser un peu les bases de tes activités actuelles? Ouais, c'est une très bonne question que je me suis posée aussi, parce qu'au moment où on a essayé de me débaucher, je me suis dit, mais comment une petite ETI basée en Haute-Savoie a ces ambitions-là? Non, mais dans quel monde ça arrive? Et en fait, quand on découvre Nicomatic, on se rend compte que c'est une entreprise vraiment spéciale. Il y en a peu comme ça. Et en fait, il se trouve que à la suite d'années de très forte croissance, qui d'ailleurs continue, c'est-à-dire que le groupe va très bien, parce qu'il est animé par des vrais talents et aussi par un management avec des vraies visions. Donc, c'est un groupe qui va très bien, c'est une vraie excellence française. Donc, la première condition, c'est qu'il y a du cash pour de l'investissement, on ne va pas se mentir. Il y avait la possibilité de se dire, on veut ouvrir un nouveau business, et évidemment, n'importe qui dans le monde de l'entrepreneuriat le sait, ça demande de l'investissement. Il y avait cette capacité d'investissement, mais surtout parce que la capacité d'investissement, on la retrouve partout, en tout cas à plein d'endroits. Ce qu'il y a, c'est une vraie mentalité de pionnier de l'innovation. Nicomatic regarde toujours à l'avenir avec plusieurs longueurs d'avance sur les concurrents. Et quand je dis concurrents, je pense non seulement aux concurrents directs, mais en général par rapport aux autres entreprises.
Et c'est ce qui a fait la force de Nicomatic dans son cœur de business. Comme tu le dis, je le rappelle, donc à la base, Nicomatic, et même encore aujourd'hui, c'est ça qui nous fait vivre, c'est de produire des solutions de connexion pour environnement, on dit sévère. Donc, ce sont des solutions hardware qui transmettent différents signaux électriques, mais qui sont spécialisés pour des contextes particuliers où des conditions de pression, température, vibration, radiation extrêmes se vérifient. Le marché des connecteurs est un marché en réalité dominé à l'international par des énormes entreprises qui produisent des connecteurs à l'appel, qui sont standards, qui sont tous pareils. Un connecteur, il faut penser, c'est à quelque chose de très simple. Si on regarde une clé USB, la partie qui rentre dans l'ordinateur, c'est un connecteur. Sauf que si on prend le cas de la clé USB, c'est toujours le même connecteur. Donc, ces connecteurs-là sont produits d'ailleurs souvent en dehors de l'Europe, parce que c'est ça la logique industrielle. Quand il s'agit de quelque chose qui est très simple et qu'on construit à faible coût, en énorme quantité et qu'on vend à des prix très bas, souvent c'est fait en dehors de l'Europe. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on produit des connecteurs en petite quantité, mais à prix unitaire beaucoup plus cher parce que les caractéristiques de nos connecteurs sont spéciales. Donc, ce n'est pas une clé USB, ça va être des connecteurs qui rentrent dans des avions ou dans des vaisseaux spatiaux ou dans des équipements militaires ou dans du médical, etc. Ok. etc. Ça, c'est clair. Donc, c'est quand même de la haute technologie. Et aujourd'hui, on ne fait plus du tout que ça. Aujourd'hui, on est en train de faire une transition au niveau du groupe vers une mentalité de service, c'est-à-dire on a accumulé une telle expertise technique de pointe rare sur le marché qu'on est en train de développer tout un tas de services, et pas seulement de produits physiques, qui diversifient notre business. Et dans le cadre de cette réflexion de diversification de business, il y a aussi eu l'ambition au sein du groupe Nicomatic d'ouvrir une filiale nouvelle technologie qui puisse offrir du service en lien avec, par exemple, de l'IA et de la blockchain, comme tu le disais, et demain peut-être avec d'autres technologies. Ok. Voilà, donc c'est vraiment une mentalité d'innovation très, très, très forte qui moi, m'a attiré et qui m'a rassuré aussi, en fait. Qui m'a convaincu que c'était pas juste un projet qu'on allait créer, qui allait durer 1 an et puis on allait se rendre compte que bon, non, en fait, ça crame du cash, ça nous intéresse pas. Non, ça s'inscrit dans une stratégie de long terme très solide. Parce que effectivement, la boîte Nicomatic à la base, elle fait du hardware, elle fait du physique. Et vous êtes vraiment dans le digital, donc c'est complètement une autre approche de la livraison. Donc, vous faites finalement, très concrètement, vous faites quoi? Vous faites de la recherche, vous vendez du conseil, un peu comme KPMG. Typiquement, voilà, qu'on comprenne un petit peu, parce que je vois que tu as bossé sur un projet interfilial avec des stablecoins ERC20. Voilà. Mais concrètement, en quoi ça consiste? Ouais, concrètement, oui, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ouais, non, mais tu as raison. Alors, Nicomatic Explorer, donc là, je me ressens sur ma filiale, qui est basée à Genève et qui aujourd'hui compte 7 personnes. Donc, c'est tout petit. C'est à la fois un hub innovation interne et une start-up qui veut développer des services à commercialiser à l'extérieur. Pourquoi est-ce qu'il y a donc ces deux visages? Parce qu'il y a une synergie entre les deux. Quelque part, nous, l'idée, c'est que on commence par le travail interne, c'est-à-dire on capitalise sur ce qu'on voit comme besoin à l'intérieur du groupe Nicomatic. On fait partie d'un groupe industriel et c'est pas pour rien, c'est une valeur. On veut comprendre et voir de l'intérieur quelles sont les problématiques des groupes industriels. Sur la base de ça, faire de l'expérimentation, de nouvelles technologies, et pas n'importe quelle nouvelle technologie. Parce que nous, on ne s'intéresse pas à des choses qui nécessitent encore 10 ans de tests et de recherche fondamentale. Nous, on s'intéresse aux nouvelles technologies qui sont déjà déployables concrètement sur le marché. Donc, en fait, si tu veux, on est à mi-chemin. C'est quand même des nouvelles technologies. On ne fait pas du cloud. On fait de la blockchain.
mais on ne fait pas non plus de l'ordinateur quantique. On fait de la blockchain et de l'IA parce qu'aujourd'hui, la blockchain et l'IA sont des technologies qui ne sont pas vraiment encore déployées à l'échelle, qui ne sont pas vraiment encore utilisées à hauteur de leur potentiel, mais en réalité sont déjà prêtes pour être utilisées. Nous, c'est sur ce créneau-là qu'on se positionne. Et donc, d'abord, on recense les besoins en interne, on comprend les besoins sur la base de ce que les filiales nous racontent, on va les voir, on va les toucher. Simon, lui, notre directeur, vient du monde de l'industrie, ne vient pas du monde des nouvelles technologies. Et quelque part, Nicomatic Explorer naît de notre rencontre. Moi, je ne connaissais rien à l'industrie avant d'arriver chez Nicomatic. Lui, il est ingénieur mécanique, il a bossé chez Michelin, il était chez Nicomatic depuis des années, donc lui, il comprend ces thématiques-là. Il a eu une idée, ne serait-ce qu'une idée, des intuitions par rapport aux nouvelles technologies. Il m'a expliqué quelque part, et puis on n'a pas fait ça tout seul, hein, mais dans notre rencontre, lui, il m'a expliqué pourquoi il voyait que ces technologies, selon lui, pouvaient répondre à des problématiques industrielles, mais il n'en était pas sûr. Moi, je ne connaissais pas les problématiques industrielles, mais je comprenais pourquoi les nouvelles technologies comme la blockchain que je maîtrisais pouvaient répondre à cela. Alors, et donc, en faisant ça ensemble, on a compris qu'on allait pouvoir capitaliser sur, pardon, je termine, on allait pouvoir capitaliser sur l'expertise l'expérience de Nicomatic et l'expertise des nouvelles technologies moi, je n'allais pas du tout incarner tout seul, que plusieurs profils, y compris technologiques, des ingénieurs, des développeurs, pouvaient apporter. Et ensemble, on pouvait donc utiliser le groupe comme bêta-testeur, quelque part, pour ensuite arriver à peaufiner des produits et des services, à mettre sur le marché. Et ça, c'est le côté startup. L'idée, in fine, c'est quand même de faire du business et pas seulement d'être le centre innovation interne de Nicomatic. L'idée, c'est d'aller développer. Ok, non, c'est intéressant et maintenant, c'est beaucoup plus clair. Merci beaucoup, Flavio. Alors, je rappelle à celles et ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner et on est en direct. Donc, si vous avez des questions, vous avez besoin de précision ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, on relaiera les questions en live. Alors, Flavio, justement, moi, quand on parle de blockchain et d'industrie, on parle de paiement, on parle de supply chain, traçabilité, c'est vraiment les enjeux qui nous arrivent tout de suite à l'esprit, à tort ou à raison d'ailleurs, tu vas nous dire. Mais je crois savoir justement qu'avec Smart Track, vous avez justement combiné blockchain, FHE. On va ensemble justement essayer de vulgariser un petit peu cela pour justement la traçabilité de la supply chain. Donc, est-ce que tu peux vulgariser un petit peu et nous expliquer c'est quoi le FHE? Tout à l'heure, tu nous as parlé des deux autres types effectivement de solutions d'anonymisation de transactions sur une blockchain ou sur une base de données plus généralement, et ensuite parler justement de la supply chain. Alors, je te reposerai la question, t'embête pas, mais essayer de comprendre un peu, est-ce que c'est du bullshit? Parce que c'est vrai que supply chain, depuis VeChain, depuis les certificats d'authenticité dans le luxe, depuis tout ça, on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de marketing derrière, mais réellement et véritablement, quels peuvent être ou quels sont aujourd'hui les use cases. Mais d'abord, parlons un peu de techno, justement, avec le chiffrement homomorphique et les autres. Est-ce que peut-être on commence par ça, si tu veux bien? Ouais, on peut. Je pense que pour commencer par ça, par contre, il faudrait faire le parcours mental de comment on arrive à comprendre qu'il y a besoin de ça. Parfait. Donc, aujourd'hui, et depuis un temps, hein, dans le secteur industriel, on a un problème qui est qu'on aurait besoin de travailler sur des informations, sur des datas qui sortent du périmètre de l'entreprise. Moi, chez Nicomatic, je suis une entreprise qui produit des connecteurs, mais je fais partie en fait d'une longue chaîne de production qui arrive à la fin jusqu'à l'avion, par exemple. Évidemment, n'importe qui peut se rendre compte que dans l'avion, il y a énormément de composants et que la chaîne qui amène jusqu'à l'avion est une chaîne d'approvisionnement très complexe, très profonde. Pour l'analyser, moi, chez Nicomatic, je ne peux pas du tout travailler en solo parce que je n'ai pas les données de toute la chaîne. Moi, j'ai les données qui concernent moi et à la limite mes fournisseurs juste avant, mais c'est tout quoi, pas du tout toute la chaîne. Donc, on aurait besoin d'avoir toutes ces données
Maintenant, comment je fais pour avoir toutes ces données? J'ai besoin que chaque membre de la chaîne les mette à disposition, mais à aucun moment, chaque membre de la chaîne va mettre à disposition ces données de production s'il s'agit de les confier à je ne sais pas quelle entité, sans doute un membre de la chaîne très important. On peut imaginer, par exemple, on parle d'avion, on peut imaginer Airbus. Bien évidemment, sur les chaînes d'approvisionnement de l'aviation en France, Airbus a un rôle très important. Donc, on pourrait imaginer que Airbus dise à tous les fournisseurs, à tous les membres de la chaîne d'approvisionnement de l'aviation, donnez-moi vos données et moi, je vais les agréger toutes et on va les analyser tous ensemble. Mais en fait, les fournisseurs ne vont pas vouloir les donner, ne vont pas vouloir les fournir. Donc, on a besoin d'une infrastructure qui ne soit pas contrôlée par une seule entité, qui soit agnostique et qui permette d'agréger ces informations de chacune et chacun sans forcément les confier à un tiers. C'est la blockchain, en fait. C'est la définition d'une blockchain. Maintenant, le problème, c'est que c'est la définition d'une blockchain publique, parce qu'une blockchain privée est administrée par un seul tiers ou un petit consortium. Maintenant, la blockchain publique donc, nous donne une partie de la réponse. On a cette infrastructure agnostique qu'on peut tous utiliser pour agréger les données, mais on n'a pas un système pour s'assurer que ces données soient protégées. Et si ces données ne sont pas protégées, ça veut dire qu'on les laisse en clair. C'est impossible. C'est un énorme problème. À aucun moment, on va pouvoir convaincre les différents membres de la chaîne d'approvisionnement de les fournir. Donc, on a besoin d'une couche d'anonymat, d'une couche de chiffrement qui permettent quand même de faire les calculs et qui permettent à certains moments de déchiffrer aussi ces informations et de décider qui déchiffre quoi. Donc, il y a toute une gestion de clés de déchiffrement, ça c'est très important, mais qui, a priori, nous assure le respect de la confidentialité de ces données-là. Cette couche-là, c'est, selon nous, le FHE, le Fully Homomorphic Encryption, ou en français, chiffrement homomorphe complet. Et c'est pour cela que chez Nicomatic Explorer, nous nous sommes associés, nous sommes partenaires d'une entreprise française, d'une start-up qui s'appelle Zama, qui fournit cette technologie. Zama qui a fait récemment l'actualité à la suite d'une levée de fonds assez importante. Donc, OK, alors c'est clair. Alors justement, pourquoi FHE plutôt que les autres solutions type ZK, etc. Simplement pour comprendre? Non, comme je le disais avant, l'une n'exclut pas l'autre. En fait, c'est un mélange. C'est-à-dire que les ZKP, la Zero Knowledge Proofs, sont des preuves à connaissance zéro. Essentiellement, elles te permettent de dire oui ou non à des questions. Donc, on les utilise en fait dans le processus. Je ne vais pas rentrer trop dans le technique, mais dans le processus de gestion du chiffrement, déchiffrement du FHE, on utilise aussi du ZKP. Le MPC, Multi-Party Computation, on l'utilise aussi pour gérer les clés de chiffrement, déchiffrement. Donc, en fait, ce n'est pas exclusif, mais le FHE est beaucoup plus large. Il permet de chiffrer un tas d'informations. Le ZKP ne fait pas du chiffrement de bout à bout d'informations de la même manière. Je vois. Donc, c'est OK, d'accord. Donc, en fait, c'est vraiment un process complet. Alors, justement, revenons un peu sur les enjeux de la supply chain. En fait, intuitivement, on a le sentiment, même au niveau des consommateurs, qu'on a tous envie d'avoir de la traçabilité sur les différents produits. On peut comprendre que même au niveau industriel, comme tu l'as précisé, on a tout intérêt, évidemment, à savoir retracer et avoir des informations sur la chaîne d'approvisionnement, la supply chain, justement. Et pour autant, comme je te dis, moi qui suis dans l'écosystème depuis un petit bout de temps, j'en ai entendu quand même des vertes et des pas mûres sur la supply chain, dont beaucoup de marketing, de bullshit, etc. Toi, en 2025, aujourd'hui, tu penses qu'on en est où sur la maturité de ce cas d'usage de la blockchain? Moi, ce que je constate, c'est que, moi, j'ai pas de connaissance d'autres groupes industriels ou d'autres initiatives dans le monde industriel qui aient une approche comme la nôtre sur blockchain public, sincèrement. Donc, je pense qu'on en est encore aux prémices. Effectivement, la plupart de ce qui a été fait dans les dernières années a été fait sur blockchain privé. Et finalement, les projets ont échoué parce qu'on se rend vite compte que la valeur ajoutée de la blockchain est très limitée, voire nulle, parce qu'une blockchain privée est encore administrée et contrôlée par un tiers de confiance. Donc finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une blockchain?
Par contre, la blockchain publique a cette problématique-là de gestion de la confidentialité. Et en fait, les technologies comme celle de Zama sont pas encore matures du tout. D'ailleurs, le stack de Zama n'est pas encore en mainnet. Ils ont récemment lancé le testnet. Donc, c'est forcément quelque chose qui prend du temps, mais en quoi nous, on croit. Et évidemment, notre objectif, c'est pas du tout de travailler tout seul là-dessus. Les sujets de chaîne d'approvisionnement sont très larges et ne concernent pas que Nicomatic, et d'ailleurs sont intrinsèquement écosystémiques, parce que la chaîne d'approvisionnement est collective. Donc nous, par exemple, on travaille pas mal avec un acteur qui s'appelle Boost Aerospace, qui est une sorte de joint venture d'innovation créée par les grands de l'aérospatiale en France, Dassault, Safran, Thales, Airbus évidemment, etc. Donc on a une vision partagée avec eux, on travaille avec eux. L'idée, c'est d'avancer ensemble un écosystème. Ça prend beaucoup de temps, c'est très complexe. C'est clair que d'avancer sur l'IA, c'est plus facile, ça va plus vite. Mais nous, on y croit et ouais, voilà, nous, on y croit et entre-temps, ça ne nous empêche pas de travailler aussi sur des cas d'usage plus faciles, qui d'ailleurs sont pas limités au monde de l'industrie, comme tu le disais, le paiement. Après, aujourd'hui, notre expérimentation de paiement interfilial en stablecoin, quelque part, elle est sortie. Enfin, nous, côté Explorer, on a donné le là. Après, maintenant, elle est gérée au niveau des filiales et au niveau de la finance groupe, parce que nous, on n'a pas, enfin, je veux dire, technologiquement parlant, c'est pas sorcier. Hein. Oui, voilà. Et puis d'ailleurs, c'est pas propre au monde industriel, ce qu'on fait. Ça pourrait se faire dans n'importe quelle entreprise qui a 20 filiales dans le monde et qui a besoin de faire des paiements. Alors, tu parles de blockchain publique et c'est important pour toi. Typiquement, c'est quoi, selon toi, quelle serait, selon toi, la blockchain publique la plus appropriée pour des cas d'usage de supply chain, justement? Alors, certainement un layer 2, parce qu'il y a une quantité d'opérations à gérer par seconde très important. Donc, impossible de le faire sur Ethereum Layer 1. Après, on n'en est pas encore au stade d'avoir besoin de choisir, parce qu'on est encore... enfin, le projet n'est pas terminé, quoi. On est en train de passer au stade... Enfin, on est en train d'avancer sur la preuve de concept, on s'approche du MVP. Mais donc, on n'a pas encore eu besoin de choisir. Ça sera certainement un layer 2 d'Ethereum. Après, est-ce qu'on utilisera un layer 2 déjà existant ou alors on créera notre propre layer 2? Ça, on le verra bien. Est-ce que tu peux juste me donner 30 secondes de pause? On va faire une petite pause de 2-3 minutes et puis on va reprendre juste après. OK? Me voici de retour. Ok, super. Donc, ok, donc ouais, le moment n'est pas encore venu de choisir. Encore une fois, l'arbitrage principal va être, est-ce qu'on crée notre propre L2 semi-privé? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est possible, c'est aussi de créer sa propre app chain, un layer 2 dédié à seulement une application ou à quelques applications, et donc qui a l'avantage d'être conçu exprès en fonction des besoins de l'application. Mais évidemment, ça implique aussi plus de travail pour la mettre en place. Ou alors, on peut juste se brancher sur, je sais pas, évidemment, si on devait choisir demain l'option en utilisant un layer existant, ça serait probablement Arbitrum. Arbitrum, la plus mature, elle existe depuis des années, elle tourne. Pourquoi pas? Mais honnêtement, je le dis comme ça très rapidement, c'est pas... On n'a pas encore eu besoin de choisir. Dernière question sur la partie blockchain. Après, on parlera un peu d'IA si tu veux bien. Donc, vous travaillez quand même avec des clients qui sont stratégiques, voire même critiques, type défense spatiale, peut-être même médicale, etc. Comment est-ce que
vous êtes reçus? Comment est-ce qu'ils appréhendent justement ces nouvelles technologies? Est-ce qu'il faut à chaque fois les former, vulgariser parce que c'est des écosystèmes qui sont assez vieillissants, souvent difficiles à manipuler de par une inertie. On parlait des banques il y a quelques années. J'imagine que dans la défense, le spatial et tout ça, ça doit être un peu pareil. Voilà, ils en sont où sur leur maturité à eux? Pas tant d'adoption, mais déjà de compréhension des enjeux de blockchain. Est-ce qu'ils sont conscients? Est-ce que c'est un vrai besoin qu'ils ont? Ou est-ce que vous êtes obligé de faire encore énormément d'éducation, de formation, de vulgarisation? Alors, c'est assez hétérogène le niveau. C'est-à-dire que, et c'est assez intéressant, mais peut-être que le client, parce que c'est un client, enfin un partenaire, mais le plus avancé en termes de réflexion, on l'a trouvé dans le public. Parce que nous, aujourd'hui, on travaille sur la verticale blockchain au développement d'une application avec un ministère français. Ouais. On ne peut pas encore tout dire sur ce projet. Bientôt, on pourra. Mais en tout cas, on a trouvé. À l'ère de la Startup Nation, je ne suis pas surpris. Bah, en tout cas, moi, j'ai été surpris de voir que. On dit souvent que le secteur public, en termes de technologie, d'innovation, de mentalité, est très arriéré. Ouais. Bah, en tout cas, le ministère avec qui nous on travaille ne l'est pas du tout. Je taquinais la notion de Startup Nation portée par Macron depuis, Oui. depuis quelques années, Oui, évidemment. sûr. Mais oui, bien sûr. Maintenant, j'imagine que tous les ministères ne se ressemblent pas et qu'il y en a certains qui sont sans doute plus en avance sur les notions d'innovation. Oui, voilà. Tu ne peux pas nous dire le tout, mais bon. Et après, toute la différence, et ça, je le constate depuis des années, hein, même chez KPMG, il y a toujours un ou deux humains qui font la différence. Il faut toujours une ou deux personnes clés qui ont le rôle de bélier de l'autre côté et en fait qui sont déjà convaincus, souvent qui connaissent déjà bien ces technologies et qui du coup ouvrent la porte et après tout est plus simple. Et dans le privé, c'est pareil. Il y a des groupes, je parlais de Boost Aerospace, je salue Laurent Philippe, CTO de Boost Aerospace, qui lui est déjà un convaincu, avec qui on partage la même vision, qui nous aide beaucoup. Donc il y a des groupes dans le privé avec qui on dialogue très facilement et d'autres avec lesquels on a l'impression d'être toujours bloqué sur les mêmes discussions, blockchain public, blockchain privé, mais la blockchain publique, on ne fait pas confiance, mais où est-ce qu'ils sont les nœuds, non, mais nous, on veut utiliser notre propre solution. Donc, c'est très hétérogène. C'est très hétérogène. Ok, je vois. Et alors, c'est lequel, justement, le secteur qui est le plus réfractaire? Je mentionnais tout à l'heure défense, spatiale, médicale. Je ne dirais pas que c'est une question de secteur, c'est de boîte en boîte, en fait. Parce que comme ce sont encore des humains qui font la différence, ils peuvent être partout. Regarde, moi, j'aurais jamais cru, en fait, que l'industrie soit le secteur dans lequel j'aurais eu mon expérience professionnelle après KPMG. Pourtant, parce qu'il en suffisait une, en fait, de boîte et une de personne, Simon, qui a été le bélier en interne. Et après, les choses se font comme ça. Je vois. Très intéressant. Alors, justement, on a parlé blockchain pas mal. Parlons rapidement d'IA. D'abord, première question, est-ce que les deux sont nécessairement liés? On a le sentiment beaucoup que la blockchain a de l'IA partout parce qu'elle aimerait profiter de la même courbe d'adoption. Moi, je pense que c'est quand même très artificiel, mais j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Et puis… Non, moi, je suis d'accord avec toi. Je me méfie beaucoup des projets IA blockchain. Après, attention, il y a un équilibre à trouver. Il ne faut pas forcément faire de la blockchain et de l'IA en même temps, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en faire. Nous, par exemple, on imagine dans la roadmap de développement de nos solutions, si demain, vraiment, on arrive à mettre en place cette application pour récupérer des données des différentes ERP, donc des différents systèmes informatiques des groupes industriels, pour mapper la chaîne d'approvisionnement et faire des analyses de chaîne d'approvisionnement, etc., etc., on aura aussi à disposition beaucoup de données. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire de l'entraînement de modèles d'IA, même sur des données chiffrées. Donc, on n'aurait pas besoin de révéler les données parce qu'il faut garder la confidentialité. Mais grâce au FHE, on peut quand même faire de l'entraînement d'IA sur le dataset qu'on aurait créé. Et ça serait intéressant parce que du coup, ça nous permettrait de faire
pas seulement de l'analyse à T0, enfin de l'analyse en temps réel de chaîne, mais aussi potentiellement de l'analyse prévisionnelle. C'est-à-dire sur la base des données qu'on a, on peut imaginer en perspective cette tendance et cette tendance sur les chaînes d'approvisionnement. Par exemple, en termes de capacité de production. Si si une fois qu'on a mappé la chaîne d'approvisionnement, on est capable d'analyser en temps réel les capacités de production des fournisseurs, en fait, on peut aussi analyser avec une IA ces mêmes données pour se dire, sur la base de ces données, on imagine qu'à horizon 6 mois, à horizon 1 an, les capacités de production évolueront de cette manière. Ça, c'est de l'IA. Donc, on peut faire de la blockchain et de l'IA en même temps. Mais il ne faut pas en faire forcément. Et nous, aujourd'hui, nos projets IA et blockchain ne sont pas encore liés. Ça, c'est intéressant. Et alors, justement, le bélier, il est plus facile avec l'IA ou avec la blockchain avec les... Ouais, avec bien l'IA. sûr. Ouais. Avec l'IA. Avec l'IA, il n'y a même pas besoin de bélier. Aujourd'hui, tout le monde est convaincu, mais parce que l'IA a quand même quelques années d'avance sur la blockchain. Oui, alors c'est marrant parce que on a le sentiment que la blockchain est arrivée en vérité dans les années 2010, alors qu'en fait, on travaille déjà depuis des années sur les réseaux neuronaux dans les années 60, 70. Je vous reporte à mon interview. Tu as dit blockchain, tu parles d'IA? Non, je parle de blockchain. Et en fait, à l'époque, on parlait de réseaux neuronaux. À l'époque, on ne parlait même pas de blockchain. Pour te dire, dans les années 80, j'en parlais avec Jean-Jacques Kistater il y a quelques années. Mais c'est vrai que ça a eu, on va dire, une vraie poussée dans les années 2020. Et en fait, l'IA, c'est pareil. On a l'impression que c'est ChatGPT qui a apporté l'IA dans nos vies. La vérité, c'est qu'on travaille sur de l'intelligence artificielle déjà depuis, d'une certaine manière, Turing. Et ensuite, avec toutes les notions de machine et deep learning, on ne parlait pas forcément d'IA, etc. Donc, en fait, c'est vrai que là, aujourd'hui, on a un peu le résultat d'une recherche et d'innovation depuis des décennies. Mais c'est vrai que vraisemblablement, la notion même d'intelligence artificielle, elle est quand même antérieure à la notion d'une blockchain, c'est-à-dire d'un réseau sur lequel on va pouvoir faire transiter des informations dessus, quoi. Mais c'est surtout, il manquait le consensus jusqu'à Bitcoin. Donc, sans le consensus, un chaîne EDH, effectivement, on le sait faire depuis des décennies. Mais c'est le consensus décentralisé, en fait, l'innovation. Et ça, c'est assez récent. Et ce qui manque dans le monde blockchain, c'est le cas d'usage universel qui débloque les consciences, comme il y a eu. Et tu penses que ce cas d'usage, intuitivement, on pense justement au stablecoin et au paiement? Moi, je pense que c'est le paiement, très clairement. Mais par contre, ça, je vais peut-être un peu contre-courant parce que dans le monde blockchain, on a envie de dire non, mais c'est fait, mais c'est pas fait du tout. C'est pas fait du tout, malheureusement, parce que nous, dans notre expérimentation interfiliale, on voit que la conclusion de l'expérimentation sera qu'on n'est pas prêt, que le marché n'est pas prêt, que les outils ne sont pas prêts. Parce que dans un monde où quand même on a besoin encore de payer des salaires hors blockchain et des loyers hors blockchain, je dois avoir un système simple, rapide et pas cher pour passer de blockchain à pas blockchain. Et aujourd'hui, je ne l'ai pas. Aujourd'hui, je dois passer par les centralized exchange, les plateformes d'échange, et c'est un cauchemar. Ouais. La problématique, ça coûte cher, c'est lent. D'ailleurs, on en parlait récemment, je ne sais plus avec qui, mais on parlait de rémittance, évidemment, ces transferts d'argent internationaux, et on parlait du principal problème de l'off-ramp et de l'on-ramp, donc comment passer de l'argent fiat à un stablecoin et inversement. Et là, on a des entreprises type Western Union, MoneyGram, etc., qui essayent de se positionner sur ça. Évidemment, elles voient les stablecoins comme des concurrents sur ces transferts d'argent internationaux, mais même dans nos pays occidentaux ou même dans les échanges inter-entreprises, comment faire passer en comptabilité, comment faire repasser en monnaie fiat, tout ça, c'est des enjeux qui sont majeurs. Alors quand même, on a eu Donald Trump avec le Genius Act qui vient essayer de travailler sur ça pour fluidifier, pour normaliser les stablecoins dans l'économie mondiale. Et il y a quelques années, on pouvait penser que les stablecoins, ça ne marcherait jamais parce que ça faisait concurrence au dollar. Aujourd'hui, on a enfin un président qui a compris qu'au contraire, les stablecoins pouvaient renforcer le dollar. Mais bien sûr, oui. Mais en fait, tu vois, moi,
j'aimerais bien apporter quand même un petit Ouais, complément à ce que tu viens de dire, parce que les sujets comptables, les sujets réglementaires ne sont plus le problème. Nous, dans notre expérimentation, alors oui, au début, évidemment, il y a eu des problématiques comptables, mais in fine, les stablecoins qui vont être reconnus comme de l'e-money token, donc comme de la monnaie électronique par MiCA, si on reste en Europe, c'est du cash. Donc le problème n'est pas là. Le problème, c'est vraiment l'on-ramp off-ramp. Et quand tu disais les stablecoins sont des concurrents à MoneyGram, mais j'aimerais bien qu'ils le soient, mais ils ne le sont pas. Parce qu'il n'y a pas d'application pour utiliser les stablecoins. Et par contre, là où je te rejoins à 100%, c'est que le problème, c'est l'on-ramp off-ramp. Le jour où les stablecoins pourraient être utilisés sur Lydia, que ce soit Lydia ou pas, une nouvelle application ou pas, je m'en fiche, mais le jour où ils pourraient être utilisés comme ça, c'est ce jour-là où la blockchain sera vraiment utilisée par tout le monde. Et après que les gens sachent ou pas que c'est de la blockchain, c'est pas grave, mais dans les entreprises, les gens qui s'intéressent à ça, ils le sauront que derrière, il y a une blockchain. Mais aujourd'hui, c'est trop compliqué. Il y a pas cette application-là. Et pourquoi? Parce que les banques ne s'y sont pas mises. C'est seulement au niveau des mais banques tu que vois, ça pourra changer. Des banques ou ouais, des mais néobanques, justement, mais ce que tu dis aujourd'hui est déjà partiellement obsolète, puisqu'on a aujourd'hui des néobanques type Débloc ou d'autres qui te proposent une carte où tu peux payer avec tes cryptos. Alors, il y a un swap qui se fait juste avant, évidemment, mais ça existe déjà. Là, la problématique, c'est, ou alors dis-moi si c'est un autre. moi, je suis pas d'accord avec ça. Ouais, Pardon, dis-moi. j'ai des opinions fortes à la matière. Pour moi, la carte crypto ne règle absolument rien, n'est pas une révolution. La carte crypto sert à dépenser ses cryptos. C'est utile parce que si on fait du trading et qu'on a beaucoup de cryptos et que de temps en temps on veut les utiliser, très bien. C'est pas la même chose que d'utiliser les rails de la blockchain pour du paiement. La carte, c'est un rail. Là, on est en train d'utiliser, enfin, la carte crypto, c'est le rail tradit avec l'asset nouveau. La révolution, c'est l'inverse. C'est l'asset tradit, c'est-à-dire l'euro, le dollar, la monnaie fiat, parce que c'est avec ça qu'on va payer. Je ne pense pas qu'on se mettra à payer un bitcoin anytime soon, avec le rail nouveau, avec la blockchain. Et c'est là où, du coup, ça, c'est le stablecoin. Sauf qu'aujourd'hui, utiliser des stablecoins, c'est très compliqué parce qu'on a besoin de faire l'on-ramp off-ramp. Et aujourd'hui, l'on-ramp off-ramp, on le fait comment? On le fait avec des plateformes d'échange. Et les plateformes d'échange ne sont pas faites pour ça. Les entreprises, quand elles ouvrent un compte chez Coinbase, elles sont mal servies, voire pas servies du tout. Si elles doivent juste faire de l'on-ramp off-ramp, elles sont bien servies si elles vont mobiliser des centaines de milliers de dollars ou d'euros pour faire de l'investissement et du trading. Parce que Coinbase veut ça. Coinbase est une place de marché. Alors que si je veux faire juste de l'on-ramp off-ramp, je fais quoi? J'utilise quoi? Et du coup, le step d'après, c'est quoi? C'est de se dire qu'en fait, il ne faut pas un acteur de plus juste pour faire l'on-ramp off-ramp. Parce que c'est pas. Si il y avait un acteur seulement pour ça, et d'ailleurs, il y en a, hein, Ramp Network, MoonPay, etc. Mais ils ont arrêté leurs offres business parce que c'est conceptuellement pas viable. Si leur métier pour les business, c'est seulement de faire de l'on-ramp off-ramp, soit c'est pas cher, du coup les business l'utilisent, mais eux ils vont pas gagner d'argent, soit c'est cher, mais du coup les business vont pas l'utiliser. Parce qu'il faut quand même gagner de l'argent dans cette histoire, sinon on utilise Swift et les banques et les virements internationaux. Donc la seule manière de faire marcher le tout ensemble, c'est que l'on-ramp off-ramp soit un service à faible valeur ajoutée, qui soit pratiquement offert gratuitement ou avec un faible coût additionnel par les banques. Parce que les banques vont faire leur marge ailleurs. Et les banques ont déjà les comptes des entreprises. Et nous, aujourd'hui, on parle avec notre banque, chez Nicomatic, pour leur dire, est-ce que vous ne voudriez pas, s'il vous plaît, nous faire de l'on-ramp off-ramp, tout simplement, puisque vous avez déjà notre argent et qu'en plus, je ne vais pas forcément dire quelle est la banque, mais c'est une banque française qui s'intéresse de très près aux stablecoins. Donc, C'est faites Société le Générale lien. avec Forge. J'en sais rien. Et puis, de toute façon, tu imagines bien qu'un groupe comme nous a plusieurs banques.
tu vois. t'embête. Mais de Non, toute mais ce que façon, tu dis est aujourd'hui, intéressant et là, ça revient sur la concurrence avec l'euro numérique, puisqu'effectivement, tu as les stablecoins, mais en Europe, les banques, elles se disent, bah, peut-être on attend de voir un petit peu l'euro numérique, qu'est-ce que ça va donner, parce que si on se lance à fond dans les stablecoins, l'on-ramp, off-ramp, etc., et que finalement, sur les échanges européens, en tout cas, l'euro numérique, dans les 3, 4, 5 prochaines années, je sais pas moi, peut-être prendre des parts de marché sur ces transferts inter-entreprises, ben, j'aurais peut-être fait tout ça pour rien. Est-ce que ça, ça se constate, cet attentisme, ou est-ce que c'est moi qui m'imagine quelque chose qui n'existe pas? non, 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 je pense que tu as raison. Mais la raison pour ma Oui, frustration que j'ai tu vu, auras tu m'as constatée dans engueulé. mes dernières phrases, ouais, mais non, mais tu sais pourquoi? Parce que ça fait des années, en fait. Et qu'au bout d'un moment, t'en peux plus. C'est la raison pour laquelle parfois, quand on parle de Bitcoin avec Alexandre, il pète des câbles. Mais parce que au bout d'un moment, t'en peux plus, tu sais, Ouais. après tellement d'années. Et en fait, ça fait des années que je parle de ça avec les banques. Des années. Et qu'en plus, maintenant, t'entends du côté des banques, elles te disent, ouais, ouais, non, mais on sait. On sait, on sait. Eh ben oui, mais alors? Et alors, faisons-le. Donc, oui, tu as raison. Ils attendent la money numérique de Banque centrale, mais même plus que ça. Parce que Crédit, je pense qu'il y a eu des annonces, je ne trahis pas de secret, que Crédit Agricole fait des choses, ne serait-ce qu'avec KCI. Enfin, KCI, Ah ouais. c'est sur blockchain public. C'est une filiale de Crédit Agricole. Forge, toi-même, tu l'as dit, ils ont sorti un Deux stablecoin. même. Donc, enfin, ouais, voilà, Ouais. deux, maintenant, dollars, euros. Donc, qu'est-ce qui manque pour comprendre qu'il faut, si nous le mettre à disposition, on ne peut pas juste aller l'acheter chez Bitstamp. Pourquoi est-ce que, quel est le rôle de Bitstamp là-dedans? Pour une entreprise qui aujourd'hui est chez Société Générale, déjà bancarisée chez Société Générale, qui veut utiliser leur stablecoin. Ouais. Mais c'est une folie de se dire qu'on a besoin d'aller chez une autre plateforme d'échange crypto On a pour des acheter banques leur américaines stablecoin. qui proposent d'ores et déjà à leurs clients, notamment des très grosses banques, qui proposent à leurs clients justement des services d'achat et de vente de crypto et donc typiquement de l'on-ramp, off-ramp. Et ça m'amène à la dernière partie de l'interview, c'est justement cette concurrence géopolitique des cryptos. On va parler essentiellement justement de stablecoin, mais on pourra parler, si tu veux, d'autres crypto-actifs. Mais comment toi tu vois justement avec ta vision un peu internationale le retard réel ou supposé que l'Europe semble prendre avec justement cette avance réelle ou supposée, là aussi tu nous diras ton avis, des États-Unis ou même d'autres places de marché sur justement les barrières dont tu parles aujourd'hui? C'est une question très dure. Parce que, regarde, en réalité, Société Générale était une des premières banques du monde à sortir des stablecoins sous blockchain Oui, mais public. si c'est utilisé par personne, ça Euh, sert à quoi? Parce que typiquement, l'euro de oui, Société oui. Générale, l'euro, comment ils l'ont appelé? Oh, voilà, Au convertible. personne l'utilise. La preuve, ils ont été obligés de sortir le dollar parce qu'ils savent très bien que l'euro. Nous, on l'utilise, l'euro convertible, Oui, mais dans quand je notre dis personne, tu expérimentation. as compris. Oui, oui, non, On est non, au mais t'as stade de raison, t'as raison, t'as raison. l'expérimentation. Donc, le fait de sortir un stablecoin en soi, même technologiquement, c'est un clic de sortir un stablecoin. Alors, derrière, il faut le backer. Il y en a d'autres qui ont essayé avant, notamment Lug, qui n'ont pas réussi du groupe Casino, qui n'ont pas réussi finalement à Oui, oui. l'étendre réellement. Mais en soi, lancer un stablecoin, ok, on peut avoir l'impression que c'est une première milestone, mais derrière, si personne n'utilise ton stablecoin, les États-Unis, ils ont décidé de déléguer au privé ça. Aux entreprises typiques, du genre Tether et Circle, en disant les stablecoins, vous les faites, et puis nous, on s'occupe de polisser un peu la réglementation pour que vous puissiez l'utiliser partout dans le monde. La stratégie, elle est un peu différente. Alors que les États-Unis soient en avance, ça ne fait pas un pli. Après, les stablecoins, je n'ai pas l'impression qu'aux États-Unis soient utilisés au quotidien hein, non plus. Hein. Et d'ailleurs, leur réglementation, elle est arrivée après la nôtre. Donc, d'un point de vue réglementaire, on était en avance. Oui, mais bon, en fait, le problème, c'est qu'on est toujours les premiers, mais pas sur ce qu'il faut. Parce que... Oui, mais les stablecoins ne sont pas utilisés non, mais par contre, aux les États-Unis stablecoins non plus. américains sont utilisés dans le monde entier, typiquement. Certainement, voilà. Oui, 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 mais non, c'est on autre est chose. d'accord. C'est-à-dire On que est d'accord. une chose, c'est de se dire États-Unis, Europe, et une chose, c'est de se dire monde crypto, monde tradit. Les stablecoins américains sont utilisés dans le monde crypto natif. Ils sont utilisés en DeFi. Aujourd'hui, les stablecoins, ils sont essentiellement utilisés qu'en DeFi. Les grosses entreprises utilisent peu
les stablecoins. Il y en a peu qui les utilisent, tu vois. Et même aux États-Unis. Nous, on a une filiale aux États-Unis qui fait partie de l'expérimentation de paiement interfilial. Je peux te dire, ils ne sont pas tellement en avance par rapport aux autres filiales. Hein. Donc, non, je pense qu'il y a un problème plus large de mise en place de nouveaux services, comme tu le dis, et d'intégration. Parce que, par exemple, JP Morgan est très en avance, mais c'est de la blockchain privée. Hein. Le JP Morgan Coin, il tourne sur leurs propres infra. Donc, je ne sais pas. Sur cet aspect particulier, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que les États-Unis sont tellement en avance. Là où les États-Unis sont tellement en avance, c'est qu'ils ont plus de startups crypto, ils ont plus de détenteurs de crypto, ils ont plus de gens qui investissent dans des cryptos, ils ont plus de fonds de capital risque qui investissent dans des startups crypto. Ça, c'est certain. Mais sur l'utilisation in fine, niveau paiement, je suis pas certain. En fait, les pays où on fait vraiment du paiement en crypto aujourd'hui sont des pays des émergents, souvent d'ailleurs où les cryptos sont illégales, parce qu'on est prêt à se prendre la tête sur l'on-ramp off-ramp, parce que là, il y a de la vraie valeur ajoutée, parce qu'on doit, comme tu disais, les remises internationales, on doit envoyer de l'argent international, et qu'on ne peut pas, ou alors que c'est très cher. Moi, j'ai vécu au Liban pendant un an dans le passé. Je sais qu'il y a pas mal de potes à moi au Liban qui envoient de l'argent ou qui reçoivent de l'argent en crypto. Je vois. Dernière question, si tu veux bien, à choisir, est-ce que tu préfères justement la stratégie américaine donc de lier donc au stablecoin par des émetteurs privés, ou plutôt la stratégie européenne donc d'un euro numérique émis par la Banque centrale, donc par un pouvoir politique plus ou moins élu, hein, même si la BCE est censée être indépendante, en vérité, elle est quand même assez orientée par la Commission, à choisir entre les deux. Est-ce que tu penses que l'euro numérique verra le jour, ou est-ce que tu penses que finalement ils comprendront que les Européens en veulent pas? Enfin, c'est quoi ta position là-dessus en tant que pur fruit de l'Europe, avec ses racines italiennes et cette expérience large en France? Je pense que la monnaie numérique de banque centrale et la monnaie numérique de banque commerciale coexistent déjà. On utilise déjà du cash et des comptes en banque. Peuvent continuer à exister aussi dans le monde blockchain, ça ne me dérange pas. Par contre, la monnaie numérique de banque centrale en dehors des blockchains publiques, donc sur une infrastructure à part, pour le moment, j'en vois pas le besoin ni la valeur ajoutée. Je sais pas si j'ai répondu très à ta bien. question. Et sur ta préférence entre les deux, même au niveau… Mais du coup, j'ai pas de préférence. C'est-à-dire aujourd'hui, notre système financier est basé sur une complémentarité d'ores et déjà. Donc, je ne vois pas dans quel monde on aura. Enfin, on va pas, même avec la monnaie numérique de banque centrale, on va pas tuer la monnaie de banque commerciale. La monnaie avec laquelle on paye tous les jours, c'est de la monnaie de banque commerciale. Je pense que ça va continuer à être le cas. En tout cas, en grosse partie. Donc, je vois pas le besoin de choisir. Par contre, je pense qu'il y a un vrai sujet de pourquoi est-ce qu'on devrait mettre des milliards dans la création d'une nouvelle infrastructure pour de la monnaie numérique de banque centrale qui ne serait pas sur une blockchain. Pourquoi, à ton avis, l'Europe dépense tout cet argent pour cet euro numérique, et on finira là-dessus, à ton avis? Je sais pas. J'arrive pas à comprendre parce qu'en plus, de par mes études, je connais plein de gens qui bossent à Bruxelles à la Commission et c'est des gens brillants. Et pas que les gens que je connais moi. Enfin, je veux dire, à la Commission européenne, il y a des gens brillants qui travaillent. Donc, j'ai du mal à comprendre. Je sais pas. J'espère qu'on changera de route rapidement parce qu'il y a un truc que je comprends pas. Je t'entends plus. Pardon, j'ai muté mon micro par erreur. Merci beaucoup, Flavio, pour cet entretien. C'était passionnant, comme attendu. Moi, je vais te souhaiter bonne chance dans tes différentes expérimentations, et je suis sûr qu'on entendra parler de Flavio et de Nicomatic Explorer dans les mois et dans les années à venir, sur voilà, des expérimentations réussies dans le milieu de la blockchain, de l'industrie, etc. Et puis merci voilà, d'avoir pris le temps de venir échanger avec nous ce matin. Avec plaisir. Merci beaucoup pour À l'invitation. bientôt. Salut Flavio. À toi bientôt. aussi. Bonne journée.
Bien, cette émission est terminée. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Flavio, que vous avez découvert son parcours et son expertise. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je vous donne rendez-vous demain matin pour un numéro en anglais dédié à l'écosystème Multiversix, où on parlera du nouveau mécanisme de rédemption de stablecoin USH. Et puis, on aura un entretien avec Quentin, CEO de Autoscale, un yield optimizer sur Multiversix avec des velléités cross-chain. Et puis, on se retrouve vendredi matin, comme je vous le disais en début d'émission, avec Saimi Baragan pour parler minage de Bitcoin écologique. Vous allez voir, ça va être assez intéressant. En attendant, vous pouvez contribuer à JM Web3 grâce au Tipeee que nous avons lancé. Il vous suffit simplement de cliquer sur le lien en description et de nous soutenir à partir de 1 euro. Ça nous pousse, ça nous motive à continuer à produire ces interviews. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis, je vous dis à demain. Passez une belle journée. Salut à tous!